On va profiter de ce rare point de presse pour analyser le début de l'année de Pierre Poilievre et aussi ses tentatives de courtiser l'électorat du Québec. Et pour ça, je retrouve Marc-André Leclerc, analyste politique et ancien directeur de cabinet de l'ex-chef conservateur Andrew Scheer. Bonsoir Marc-André. Bonsoir Esther. On vient de l'entendre, Pierre Poilievre s'est adressé aux journalistes en français. Il a même commencé son allocution en français, et ce, même s'il se trouvait en Alberta. Aux communes, il pose toujours sa première question en français. Qu'est-ce que vous pensez de l'opération Charme de Pierre Poilievre envers le Québec? Est-ce que ça vous semble efficace? Bien, clairement, Esther, je pense qu'on voit au cours des dernières semaines, depuis le tournant de l'année, que M. Poilievre a un peu changé sa stratégie, de s'adresser aux médias comme il le fait aujourd'hui. Également, il le fait quand même assez abondamment lors de sa dernière visite au Québec au mois de janvier. C'est vraiment tout un contraste avec ce qu'on a vécu à la fin 2022, depuis son élection le 10 septembre, où M. Poilievre a fait très peu d'entrevues, très peu de mails et de presse. Donc, on voit qu'il essaie de changer ça, de commencer en français. Ça nous rappelle un peu ce qu'un certain Stephen Harper faisait. Même M. Harper le faisait même du côté des États-Unis, ce qui choquait un peu là, les réseaux de télévision américains de voir un premier ministre canadien commencer en français. Mais c'est intéressant de voir que M. Poilievre là, veut prendre cette avenue-là. Et on voit que quand même 2023, lorsqu'on regarde les sondages, c'est quand même une bonne année là, pour M. Poilievre. Oui, mais quand même, il y a un sondage à Bacchus qui nous révélait au début du mois de février que les conservateurs étaient en avance dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec. Est-ce que M. Poilievre a manqué son momentum au Québec? C'est clair qu'il doit se faire connaître, il doit se présenter aux Québécoises et aux Québécois, ça c'est sûr et certain. M. Poilievre ne l'a pas fait. Il a fait une première tentative, comme je disais tout à l'heure, en janvier, mais on voit qu'au Québec, il y a un certain déficit. Je pense que le Québécois moyen, là, ce qu'il connaît de Pierre Poilievre, là, c'est surtout par rapport à ce qu'on a vu durant la course au leadership, ce qu'on a vu au convoi de la liberté l'an dernier, dans les rues d'Ottawa, mais sinon, on ne sait pas vraiment c'est qui Pierre Poilievre, là. Donc, il a besoin, je pense, de faire une campagne assez massive, là, pour se faire connaître, parce que vraiment, présentement, il y a un déficit. On le voit, là, tu fais référence, Esther, au sondage d'Abacus, effectivement. Donc, un déficit au Québec. Et c'est de voir aussi c'est quoi les objectifs, également, des conservateurs au Québec. Je pense pas que personne ne s'attend que les conservateurs vont faire une grande vague bleue sur le territoire québécois en 2023 ou 2024, là, peu importe quand sera la prochaine élection. Mais quand même, s'ils veulent prendre le pouvoir, ils n'ont pas le choix là, de viser quelques circonscriptions pour pouvoir là, augmenter leur députation. Oui. Ça m'amène à vous parler, Marc-André, de la position de Pierre Poilievre sur la loi 21 du Québec. Ça a refait surface même hier. Pierre Poilievre, on le sait, s'oppose farouchement à la loi 21 sur la laïcité du Québec. Il dit même, lors de la course au leadership l'an dernier, c'est ce qu'il a dit, qu'il joindrait une contestation de la loi 21 devant la Cour suprême. Évidemment, il est moins tranchant aujourd'hui, mais jusqu'à quel point sa position, pas vraiment claire sur la loi 21, ça pourrait lui nuire davantage au Québec? Bien, ils n'ont pas le choix, les conservateurs, de vraiment là, clarifier leur position. Parce que, habituellement, la position traditionnelle, entre guillemets, de la loi 21, et c'est une loi, Esther, que je connais bien parce que j'ai participé à son écriture. Là, parce que le jour que le gouvernement du Québec a déposé au printemps 2019 la loi 21, le projet de loi 21 à l'époque, Andrew Scheer, l'ancien chef conservateur, était au Québec, là, devant la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Et c'est à ce moment-là que M. Scheer a donné le ton en disant « c'est pas quelque chose qu'on va faire au fédéral, mais on va pas participer à des contestations ». Là, on voit que ça a évolué au cours de la dernière course à la chefferie. M. Poilievre dit qu'il se joindrait à une contestation si rendu premier ministre, M. Trudeau a vraiment mis l'épaule à la roue pour une contestation devant la Cour suprême. Donc, ça va être de voir. Ils n'auront pas le choix de la préciser parce que présentement, c'est pas très clair. On a vu qu'ils ont appuyé la motion du Bloc cette semaine sur la clause dérogatoire. Donc là, les gens ont pensé ce qu'ils avaient remis en question leur position sur la loi 21. Mais je pense également qu'il faut faire attention. Je pense que c'est deux dossiers. La loi 21, c'est une chose. Et la clause dérogatoire également qui est permise dans la Constitution canadienne, c'est un autre élément. Oui, parce qu'on a senti que les députés conservateurs du Québec sont embêtés avec la position de leur chef sur la loi 21. Est-ce que ça pourrait créer des tensions entre le caucus conservateur du Québec et M. Poilievre?
Ben, je crois pas, Esther, parce que durant la course au leadership, il y a eu la majorité des députés québécois ils ont appuyé Jean Charest, qui avait exactement la position que M. Poilievre défend actuellement. Donc, ces gens-là, c'est dur de dire à M. Poilievre, tu fais fausse route quand ces élus-là, au cours des derniers mois, étaient aux côtés de M. Charest, qui avait une position semblable à celle de M. Poilievre. Donc, je pense que ça calme un peu les ardeurs. Et on voit que les conservateurs, Esther, ne veulent pas que la prochaine campagne, leur carte de visite au Québec, soit sur le nationalisme québécois, chose que M. Scheer et M. O'Toole ont essayé de faire. On a vu les résultats. Je dis pas que les conservateurs ne vont pas répondre aux besoins spécifiques du Québec, sans aucun doute, mais on voit que leur carte pour s'introduire aux Québécois, pour se présenter, où leur premier argument va être beaucoup plus économique que jouer sur la fibre nationaliste, comme c'était le cas dans le passé, autant avec M. Harper, qui avait reconnu la nation québécoise. Ouais. Je veux revenir, Marc-André, avec vous sur les sondages. On le disait il y a un instant, le Parti conservateur prend du galon, mène dans presque toutes les provinces canadiennes, dans toutes les provinces canadiennes finalement, sauf au Québec. Jusqu'à quel point ce message de Pierre Poilievre qui répète que le Canada est brisé, c'est porteur, selon vous? Bon, on a vu également dans d'autres sondages que le 2/3 des Canadiens disaient que le Canada était brisé. Là. Fait que même si au début on dit OK, pourquoi M. Poilievre dit ça, on le sent que de plus en plus les Canadiens sur le terrain le sentent. Est-ce que M. Poilievre peut aujourd'hui, la future élection est remportée avec ce simple message-là? Probablement pas. Il va devoir arriver d'autres choses. Et comme l'ancien premier ministre canadien, Brian Mulroney, me répétait lors d'un souper avec quelques personnes en 2019, être chef de l'opposition officielle, c'est le poste le plus difficile, parce que tu dois proposer tout en attaquant. C'est vraiment pas un emploi évident. Et là, c'est certain que M. Poilievre n'aura pas le choix un jour ou l'autre de nous présenter ses idées. Il y a beaucoup de zones grises sur plusieurs éléments. On parlait tantôt de la loi 21, mais il y en a plusieurs autres. Donc, M. Poilievre va devoir proposer et pas juste nous dire que le Canada est brisé. Marc-André Leclerc, analyste politique et ancien directeur de cabinet de l'ex-chef conservateur Andrew Scheer. Merci beaucoup. Merci. Merci, Esther.